Bonjour à tous d'abord, merci de m'accueillir. Donc, je suis Daniel Cheftel, effectivement dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Care Factory et qui s'occupe, c'est bien comme ça? C'est mieux, oui. Ouais, qui s'occupe d'économie de la santé principalement, mais nous avons travaillé avec un think tank qui s'appelle l'Institut Montaigne sur effectivement la difficile question de mesurer la qualité à l'intérieur de notre système et avec un angle particulier qui était de savoir comment les patients peuvent s'emparer de ce sujet et qu'est-ce que les patients ont à dire sur le sujet de la qualité et des résultats de leur prise en charge dans le système de santé. Alors, il y a en fait beaucoup d'agitation et de prise de parole autour de ces questions-là depuis 2 ans, avec des impulsions politiques très fortes qui sont données notamment par la ministre, qui a déclaré plusieurs fois qu'on mesurait insuffisamment les résultats de la prise en charge dans notre système de santé et qu'on se contentait de savoir si les moyens étaient mis en œuvre et pas forcément de savoir si le résultat final était atteint. Donc on a beaucoup regardé dans cette étude ce qui se passait à l'étranger et en fait on s'est aperçu qu'il était certes ambitieux mais finalement raisonnable de se dire que à terme, donc d'ici 4-5 ans, on pouvait raisonnablement envisager qu'une grande partie de la production des soins soit couverte par des indicateurs de résultats, donc pas simplement de moyens, et des indicateurs de résultats qui comptent pour les patients, c'est-à-dire où les patients auraient été sollicités pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mesurer dans le système pour qu'on puisse le rendre plus efficace. Et du coup, je vais y revenir, hein, mais l'objectif de nos travaux n'était pas simplement de faire des grands discours, mais d'imaginer comment concrètement on pouvait arriver à cet objectif-là d'ici 4 à 5 ans, sachant que par ailleurs, en France, je vais en reparler rapidement, mais on ne part pas totalement de zéro, mais on est quand même l'un des pays de l'OCDE les moins avancés sur le sujet. Alors, d'abord, peut-être, juste, je vous embête pas trop avec ça, mais un petit élément de définition, après j'en ai fini. Qu'est-ce que c'est le principe des indicateurs de résultats qui comptent pour les patients? Dans ce terme-là, pratiquement tous les termes comptent. Donc, indicateur, pourquoi? Pour pouvoir évaluer la qualité de la prise en charge et les bonnes pratiques médicales. Pourquoi résultat? Parce que justement, on veut plutôt se baser sur le résultat final ou intermédiaire de la prise en charge plutôt que sur des indicateurs de moyens. Je vais vous donner un exemple caricatural. À la limite, on se fiche de savoir si le dossier patient est bien tenu, qui est plutôt un indicateur de moyens, si au final la qualité de vie du patient s'améliore grâce à la prise en charge. Donc voilà, le pouvoir transformant de ce qu'on a essayé de traiter, c'est le fait de s'intéresser aux résultats. Et puis enfin, résultats qui comptent pour les patients, puisque encore une fois, en France, on a tendance d'abord à s'intéresser plutôt aux moyens qu'aux résultats, mais quand on s'intéresse aux résultats, on a tendance à plutôt demander d'abord aux pouvoirs publics eux-mêmes qu'est-ce qu'ils voudraient comme résultat pour le système. Et vous connaissez toutes les questions de déficit de la sécurité sociale, etc. Et donc quand on demande aux pouvoirs publics eux-mêmes ce qu'ils voudraient comme résultat, en général, ils voudraient que ça coûte moins cher. Ensuite, quand les pouvoirs publics ont pris la parole là-dessus, on demande ensuite aux cliniciens et parfois ils ont des intérêts et des visions sur ce que devraient être les résultats qui sont communs avec les patients, mais parfois ils mettent des choses qui peuvent amener à éviter à ce qu'ils soient trop remis en cause dans leur pratique. Donc le dernier point est important, des indicateurs de résultats qui comptent pour les patients. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour... juste dernier point de définition. Quand on demande l'avis aux patients en France, ça existe un petit peu, notamment en chirurgie.
on a tendance à plus s'intéresser à l'expérience qu'au résultat. Donc on va demander aux patients 24 heures après une chirurgie, est-ce que vous avez été pris en charge à l'heure, est-ce que la chambre dans laquelle vous avez été hospitalisé était bien tenue, est-ce qu'elle était propre, est-ce que les repas étaient bons, etc. Donc l'expérience des patients, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, mais finalement, c'est considérer le système de soins pratiquement comme un hôtel, et mesurer cette qualité-là, c'est un peu la même qualité qu'on mesure dans TripAdvisor, si vous voulez. Et donc, ce qu'on fait beaucoup en France, c'est le haut et le bas, et ce qu'on fait beaucoup moins en France, c'est mesurer les résultats, soit du point de vue du patient, soit du point de vue du clinicien. Alors, du coup, pour essayer un peu de renverser ce mode de pensée, on a travaillé depuis 6 mois, d'abord en regardant ce qui se faisait à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a de multiples exemples ailleurs qu'en France où les systèmes de santé ont pris ce sujet à bras-le-corps et développent des indicateurs de résultats depuis très longtemps. Donc on a regardé 4 voire 5 pays pour récupérer plein de bonnes idées pour pouvoir travailler là-dessus. On a également travaillé avec des patients français, 5 associations de patients, dont Argos 2001 et j'y reviendrai, pour essayer de travailler avec eux et de rendre la parole ou de redonner la parole aux patients, puisque finalement, jusqu'à présent, quand la Haute Autorité de Santé définit des indicateurs de qualité, elle travaille avec des méthodologistes, elle travaille avec des cliniciens, mais jusqu'à présent, elle n'associait pas ou peu les patients. Donc nous, on a pris la démarche inverse, on a dit, évidemment, on va interroger des cliniciens, évidemment, on va interroger des méthodologistes, évidemment, à la fin, tout ce qu'on fait s'adresse au pouvoir public, mais on part d'un travail avec les patients. Donc je reviendrai plus tard sur la méthode, mais ça nous a permis de mobiliser pratiquement 300 patients dans cette démarche sur les 5 pathologies qu'on a adressées. Et du coup, on a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Bon, par ailleurs, on a fait un travail assez classique dans ce genre de rapport, d'auditionner des experts et d'avoir un comité d'orientation qui nous a donné des conseils. Donc du coup, ce qu'on ressort et ce que vous verrez dans une quinzaine de jours quand le rapport sera public, c'est un benchmark dans 4 pays qui montre comment est-ce qu'on peut d'abord définir des indicateurs de qualité, ensuite les publier, les rendre transparents, parce que faire de la qualité recueillir des indicateurs de qualité sans les publier, ça ne sert à rien. Se servir de ces indicateurs pour monter des grands programmes d'amélioration de la qualité et voir in fine ce qui est sans doute le plus ambitieux, voir comment à la fin de l'histoire, on peut payer en partie les établissements de santé et les professionnels de santé en fonction de la qualité et des résultats qu'ils apportent vraiment aux patients. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose, c'est qu'avec les associations de patients, et on y reviendra avec M. Fradet, on a essayé aussi de définir quels pouvaient être les indicateurs qui pouvaient compter pour eux. Alors, c'est un travail qui a été fait justement qu'avec les associations de patients, et donc on considère que ça n'est qu'une première étape, puisque à la fin quand même, si on regarde ce qui se fait à l'étranger d'habitude là-dessus, tout ça doit être rediscuté avec les professionnels de santé et avec les pouvoirs publics. Il faut mettre tout le monde autour de la table pour finalement définir les indicateurs. Mais cette première étape, elle est importante puisque c'est jusqu'à présent les patients qui n'avaient pas voix au chapitre. Et donc alors il ne faut pas dire pollution, mais sans intervention des autres parties prenantes du système, les faire travailler a été très intéressant parce que ça a permis de montrer le niveau d'exigence que les patients sont capables d'avoir pour le système. Et sans trahir ce qu'on va présenter après, il est beaucoup plus important que ce qu'attendaient les autorités publiques ou ce que supposaient les autorités publiques. Voilà. Et le dernier point de notre travail sur lequel je ne vais pas revenir aujourd'hui pour ne pas déflorer les conclusions du rapport qui sortira maintenant très rapidement, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre et c'est un des intérêts de ce qu'on a fait pour pouvoir transformer le système. On a travaillé avec 6 associations de patients même, donc Argos évidemment. On a travaillé aussi dans la maladie de Crohn, dans le cancer colorectal, dans l'hémophilie, dans les maladies rénales et dans le diabète. Alors voilà, le présupposé était qu'il fallait qu'on s'intéresse à des maladies chroniques, parce que finalement c'est dans la chronicité que les enjeux de qualité sont les plus forts. Et évidemment il nous fallait une maladie psychiatrique, mais comme un exemple particulier d'une maladie chronique.
avec les questions spécifiques que ça peut poser et que vous connaissez évidemment mieux que moi. Du coup, concrètement sur la méthode, et M. Fradet y reviendra aussi, on a d'abord essayé de travailler avec des gens de l'association pour définir à partir d'expériences étrangères des indicateurs de qualité qui seraient intéressants. Et puis ensuite, on a élargi ce sondage, ou plutôt cette enquête, à plus de 150 répondants qui ont pris les indicateurs qui avaient été identifiés au démarrage et qui ont essayé de les classer. Voilà. Le but étant d'arriver au final à une quinzaine d'indicateurs maximum, parce qu'on ça c'est pour une question pratique, hein. On en avait beaucoup plus que ça, mais on sait que les systèmes étrangers fonctionnent par pathologie avec une quinzaine d'indicateurs max, puisque ensuite c'est pas le tout de les définir, il faut pouvoir les collecter, et ça prend évidemment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc si on est sur un set plus restreint, c'est évidemment un petit peu plus facile. Voilà. Puis la deuxième chose qu'on a faite avec les associations de patients, c'est discuter notre fameuse feuille de route pour que les associations se sentent également impliquées dans la suite, que ce ne soit pas une feuille de route uniquement technocratique, même si elle ressemble beaucoup à des choses que le ministère pourrait écrire, mais qu'en tout cas la dynamique continue et qu'au-delà du rapport, on puisse enclencher un certain nombre de dynamiques pour le mettre en place. Tout ça au total pour en tout cas mettre en lumière une forte mobilisation des associations de patients et au premier chef desquels Argos sur ces travaux. Et du coup, on va maintenant vous en présenter rapidement les résultats. Très bien. Après cette présentation de grande qualité, il faut être à la hauteur. Donc les acteurs, on vous en a parlé. Hein, donc il y a eu 2 rencontres essentiellement dans les locaux de l'Institut Montaigne, avec Care Factory et 5 représentants d'Argos, qui ont été cités par Annie. Et après quelques semaines de recherche, on est abouti à un set de 31 questions. Et autant l'élaboration de ces questions a été lourde, il a fallu du temps, c'était difficile, autant les réponses sont venues rapidement, et ça a été un grand encouragement. Et par ailleurs, on a eu un très fort taux de réponse, puisqu'on a eu plus de 22% de répondants, ce qui est excellent. Voilà. On a eu un fort impact aussi, vous allez le voir, parce que un certain nombre de réponses ont été marquées de manière forte. Et on va vous présenter, plutôt que la totalité, ce qui serait extrêmement laborieux et fastidieux, on va vous présenter un focus sur les 7 premières réponses en termes de taux de réponse, et puis également 7 commentaires apportés à des réponses pas forcément les mêmes. Alors, vous voyez ici, c'est très intéressant parce que après avoir entendu Madame Le Boyer, Monsieur le représentant du Collège de médecine générale, Annie Labbé, qu'on parle toujours des mêmes choses. On parle du diagnostic. Et on voit bien que le retard au diagnostic, par exemple, c'est très important, c'est plébiscité par 85% des répondants. Et quant à l'adhésion, eh bien, elle arrive avec 87%, donc c'est le critère d'importance que reconnaissent le plus les patients et les proches. Voilà. Les autres, vous pouvez les lire également. Le suivi du patient au cours de la première année, la vigilance portée aux signaux pouvant entraîner une rechute, l'adhésion au traitement. Là aussi, c'est très important. Donc, le point de vue du malade, c'est pas rien. C'est pas rien. S'il n'adhère pas au diagnostic, s'il n'adhère pas au traitement, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, je dis juste un mot. En fait, pour vous donner une idée, il y a les bénévoles d'Argos avec lesquels on a travaillé ont bien fait leur boulot, puisque finalement, une part écrasante des indicateurs de départ sortent avec un pourcentage de réponse comme étant un indicateur d'importance forte très élevé. Donc le plus bas des 31 doit avoir 40% de répondants qui considèrent que c'est fort, et le plus haut 87%. Et tout honnêtement, il y a beaucoup d'indicateurs qui se tiennent dans un mouchoir
mâchoire de poche entre 70% et 87%. Donc en fait, dans ce qu'on avait repéré a priori, tout apparaît comme important. Donc là, vous n'avez que les premiers. Et effectivement, on s'aperçoit que la tendance spontanée des pouvoirs publics à dire ce qui est important, d'un côté, c'est la qualité de la chambre, et de l'autre côté, c'est est-ce que le dossier patient est bien tenu. On voit qu'on n'est pas du tout là-dessus, c'est pas ça qui intéresse les patients. Finalement, ce qui les intéresse, c'est certes la qualité de la relation avec les soignants et le professionnel de santé, mais c'est surtout la qualité de leur suivi, le fait de savoir si finalement, dans leur première année de suivi, mais au-delà, le suivi est fait correctement, les traitements sont bien pris. Donc finalement, ils ont ce qui sort de cette enquête, c'est que finalement les patients ont une exigence vis-à-vis du système de soins et de leur prise en charge qui est très forte. Et en négatif, même si ce n'est pas ce qu'on peut prouver avec ce type d'enquête, si c'est ces indicateurs-là qui remontent, c'est que c'est sans doute des points de rupture dans le parcours de soins du patient et des choses qui ne sont pas aujourd'hui très bien faites et qui pourraient être améliorées. Donc l'enjeu de pouvoir à terme mesurer, par exemple, est-ce que dans un CMP donné, les patients sont plus ou moins adhérents à leur traitement, est-ce que dans un CMP donné ou pour un psychiatre donné, le suivi du patient durant sa première année a été fait correctement ou pas. Tout ça, c'est des choses qui, dans un premier temps, vont permettre de savoir au global si c'est bien fait ou pas. Dans un deuxième temps, vont permettre de savoir pour un patient donné s'il le sait, pour un psychiatre ou pour une unité de soins donnée, s'il le sait, de éventuellement choisir les psychiatres et les CMP et les unités de soins qui vont le prendre en charge. Et puis à terme, ça permet derrière, si la qualité n'est pas en rendez-vous, de construire des programmes d'amélioration de la qualité qui ne seront pas diffusés de manière très large, mais qui seront diffusés de manière ciblée sur les équipes de soins qui sont en retard. Voilà. Alors c'est intéressant de ce point de vue-là, de ce point de vue purement quantitatif, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue qualitatif parce que en classant les indicateurs de résultats qui étaient proposés, les patients ont aussi répondu sur pourquoi ils considéraient ça comme important, et c'est ce que M. Fradet va vous montrer maintenant. Oui, alors on a rajouté, parce qu'au départ, le sondage était un sondage purement quantitatif, et puis on a glissé l'idée qu'on pouvait y mettre des commentaires. C'est ce qu'on va vous présenter donc de manière résumée pour cette question, à commencer par celles qui ont eu le plus fort taux de succès. Alors, vous voyez bien, c'est une illustration de ce qu'on disait vis-à-vis de l'importance du diagnostic et de l'adhésion. Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est quand même extrêmement fort. Si vous lisez la troisième ligne, il y va de la vie du patient. Également, un commentaire, ça prend du temps. On peut commencer les traitements, adapter son mode de vie et mettre des années à accepter, ou plutôt à faire avec, car on n'accepte jamais totalement la pathologie. Donc vraiment, à travers ces commentaires, on a une richesse. Et c'est une richesse qui permet de poursuivre la réflexion, je crois. Alors le retard, là, c'est plus classiquement par rapport à des troubles bipolaires de type 2, qui sont plus difficiles à détecter, on le sait. Et l'une des personnes donc répondantes nous dit « Les années d'errance au diagnostic ont des conséquences dévastatrices, marginalisation, incompréhension, angoisse, voire terreur de l'entourage. » Effectivement, quand on se sent proche mais impuissant, c'est difficile. Et puis tout ce qui est perte de chance, évidemment. Alors, là, vous voyez, on descend dans le classement, je dirais, quantitatif. On est déjà en 12e position. L'inclusion au sein d'un programme de psychoéducation. Alors, les réponses sont intéressantes. Je n'en ai jamais entendu parler, nous dit un répondant. Un autre dit, j'y crois beaucoup. Donc, il y a tout un spectre, là. Il y a du boulot. Et effectivement, ce serait intéressant si ça pouvait s'adapter aux horaires de ceux qui travaillent.
Et il y a eu spontanément de citer Argos 2001. Alors, je ne veux pas dire qu'Argos 2001 fasse de la psychoéducation, mais ça signifie qu'un certain nombre de patients et de proches y trouvent des ressources, et que ces ressources, bien sûr, viennent du monde médical, mais en l'occurrence, pour Argos, elles viennent du monde non médical aussi. La stigmatisation, je ne m'étais pas concerté avec la précédente présentation, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. On nous parle de relégation sociale et on nous parle de souffrances extrêmement fortes, pouvant conduire jusqu'au suicide. Alors, la stigmatisation, on n'a pas trop parlé, je crois, ce matin de l'autostigmatisation. C'est également, à mon sens, une dimension très importante. C'est qu'il y a malheureusement aussi une grande capacité à s'auto-stigmatiser, et voilà, à s'auto-interdire en quelque sorte. Alors, ici, j'ai maintenu les commentaires intégraux. C'est la possibilité pour les proches d'avoir une implication positive dans l'accompagnement. On a mis un peu de temps à trouver la rédaction de cette question, mais on a senti que c'était très important. À l'association Argos, on accueille de nombreux proches et on entend souvent ce genre de choses. J'ai envie de vous lire le premier commentaire qui est quand même très beau. L'amour de mes proches a été un facteur de rémission capital. Je n'ose imaginer mon état si j'avais ressenti de la méfiance ou de la colère dans leurs yeux. Également, vous voyez toutes les difficultés évoquées par les familles. Tout ce sentiment de mise à l'écart, de relégation, d'incompréhension. Je ne veux pas faire de généralisation. Je crois que chaque situation est unique, mais il y a des relations peut-être médecins-famille qui sont un peu compliquées et sur lesquelles qui mériteraient d'être travaillées. Le maintien d'une activité professionnelle, on en a déjà parlé aussi ce matin. On a évoqué plusieurs maladies chroniques à travers les associations de patients interrogés, mais vous voyez que ce qui est dit ici par l'un des répondants, il vaut mieux dire à son employeur qu'on est diabétique plutôt que bipolaire. Je vois qu'il y en a qui opinent du chef. Je connais aussi des personnes qui portent une double pathologie, somatique et psychique. Qu'est-ce que c'est bien de pouvoir annoncer son handicap sous le versant somatique? C'est assez cool, ça passe bien. Et puis vous voyez en premier lieu également que le travail, quand même, le plus bel outil de réinsertion sociale. Je fais le lien avec cette difficulté qui a été vue auparavant. C'est vraiment une grande difficulté souvent pour les patients atteints de troubles bipolaires. Il y a beaucoup de choses à construire ici, et ce n'est pas strictement dans le champ médical, je crois, et en collaboration. Alors, qui dit diagnostic, difficulté de diagnostic, diagnostic tardif, parce que la pathologie est plus compliquée, voilà, qu'il n'y a pas de possibilité encore de la mesurer de manière biochimique. On peut s'interroger quand même sur ce dépistage. Pourquoi ne pas le mener, notamment dans la tranche des 18-25 ans, où on sait que c'est l'âge de déclaration de la maladie, en règle générale. Alors pourquoi pas, mais avec quels outils? Et au Québec, mais je parle avec beaucoup de réserve, il y aurait une expérience. Voilà. Mais je crois que le diagnostic sur la tranche des 18-25, c'est un vrai sujet. Alors, j'en ai fini avec les 7 critères sur lesquels je voulais apporter un commentaire. Donc je suis très proche de la fin, je rassure ceux qui surveillent la montre. Il y a aussi pour moi, il y a les indicateurs de qualité, les indicateurs de résultats. Il y a aussi ce que j'aurais envie d'appeler les indicateurs de succès. C'est tout ce qui permet vraiment au patient de sentir qu'il est en chemin et qu'il est sur un chemin de stabilisation, de rétablissement. Et je crois qu'il y a 2 critères notamment qui sont l'engagement et l'espoir. Et l'engagement du patient, c'est vraiment une grande valeur. C'est vraiment, ça mérite d'être reconnu. C'est très abstrait, mais ça mérite d'être reconnu. Et l'espoir. Moi, quand je vois des personnes à l'issue, à la sortie d'un groupe d'Argos, regonflées, qui retrouvent le sourire,
Ben, on n'est pas des médecins, mais ça a de la valeur. Voilà. Et puis, oser la créativité. Je crois qu'on parle souvent des trains qui arrivent en retard et moins de ceux qui arrivent à l'heure. Je crois qu'on pourrait parler, par exemple, de toutes les journées qui sont retravaillées, quand ça va mieux, plutôt que des journées perdues. Et j'en arrive à la fin. J'espère ne pas avoir été trop long. C'est ce que j'appellerais le regard d'Argos par rapport à ce travail qui nous a été proposé. Et j'ai envie de dire que solliciter les patients, c'est vraiment un progrès. C'est vraiment une initiative très heureuse. Et je remercie l'Institut Montaigne et vous-même, Monsieur Scheffel, de nous avoir associés à ce travail. Alors le travail auquel on a abouti, nous, finalement, je me dis, il ressemble d'assez près à l'intitulé de la journée. Ce n'est pas un sondage facile à prendre en main, je pense, pour un médecin, parce que nous, on a abordé les choses sous la forme de parcours de soins, parcours de vie. On a tout pris, on a tout regardé. Alors je pense que pour l'exploiter, il va falloir peut-être découper un peu les choses, notamment par grands thèmes. Par exemple, le diagnostic, par exemple, le traitement, l'adhésion, et tous les thèmes qui sont énumérés ici. Donc, je crois que les indicateurs finaux ne sont pas fixés, ils sont encore à élaborer, ils seront soumis à des échanges. J'espère que ces échanges auront lieu avec des médecins, avec toutes les autorités nécessaires. Je pense que ces échanges doivent se dérouler dans le cadre d'un esprit commun, parce que ces indicateurs, ils ne marcheront que s'ils sont acceptés par tous. Voilà. Et donc je voulais vraiment, au nom de l'association Argos, remercier l'Institut Montaigne et le cabinet CARE de nous avoir fait confiance pour pousser un sujet qui nous intéresse au plus haut point. On va prendre quelques questions, si il y a des questions dans la salle. Oui, bonjour, Patricia. Donc je vais m'adresser à celui qui est le cofondateur de CARE, je ne sais plus le nom. Donc en fait, vous êtes à l'origine, en fait, plus ou moins de ce sondage. Enfin, je voudrais savoir, justement, pour revenir par rapport à ce qu'a dit Patrice, qu'est-ce que vous allez faire? Comment on va utiliser, ou je vais m'adresser aussi à la présidente d'Argos, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser justement cela, pour arriver à faire avancer les choses, notamment peut-être à l'ARS, l'Agence régionale de la santé? Alors je réponds rapidement, et puis je vous laisserai me reposer des questions si c'est pas clair ou si vous voulez des précisions. Il y a plein de façons de se servir de notre travail. Désolé de le dire comme ça, mais cette question-là est aussi un rapport de force. On crée des indicateurs de qualité dans le système, c'est forcément pour juger un mode de prise en charge, donc du coup derrière juger des médecins, juger des établissements de santé ou juger la performance d'un système de santé dans son ensemble. Donc c'est des choses qui forcément viennent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. On vient dire il y a des choses dont on ne parlait pas, qui ne se passent pas bien, ou même quand on en parlait on ne pouvait pas les objectiver, et maintenant on va pouvoir le faire. Donc nous, en fait, à l'issue du rapport, on va dire, on a interrogé les patients, ça ne sert à rien de nous dire que ce qu'ils veulent, c'est savoir si on a été gentil avec eux pendant la dernière hospitalisation. Ils le veulent évidemment, mais ce n'est pas ça qui est important. Visiblement, ce qui est important, c'est savoir combien de temps il a fallu pour qu'on puisse les diagnostiquer comme patients bipolaires. Finalement, ce qui est important, c'est est-ce qu'ils sont adhérents ou pas à leur traitement, et est-ce que du coup derrière tout a été mis en œuvre pour qu'ils le soient. Ce qui est important, c'est est-ce qu'ils ont un travail ou est-ce qu'ils n'en ont pas, est-ce qu'ils arrivent à continuer leurs études ou est-ce qu'ils n'y arrivent pas. Donc c'est des choses comme ça. Donc on va venir avec ces conclusions-là. Après, la suite, c'est comment est-ce que le système s'en empare. Donc c'est un chantier en fait, les indicateurs de qualité, c'est un chantier actuel de la stratégie de transformation du système de santé qu'a impulsé la ministre. C'est un chantier qui, de mon point de vue, est encore un petit peu en jachère. C'est-à-dire que de la part des pouvoirs publics, il y a plein d'initiatives partout. Et donc là, une des choses qu'on va un petit peu apporter avec le rapport, c'est mettre ça dans une feuille de route cohérente qui permettrait d'aboutir.
Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait des impulsions du terrain aussi. Tout ne peut pas venir d'en haut. Et donc du coup, ces indicateurs, ceux qu'on a commencé à réfléchir et ceux qui pourront être définis ensuite avec des médecins, ils pourront être intégrés dans des expérimentations sur de nouveaux parcours de soins tels que ceux que le professeur Levoyer a évoqué à présent, mais un établissement de santé qui, par exemple, pourrait considérer qu'il est un peu meilleur qu'un autre, pourrait avoir aussi envie de les développer pour pouvoir le prouver. Et donc, il faut s'attendre à ce que des établissements de soins s'en emparent. C'est déjà le cas en chirurgie, pourquoi pas en psychiatrie. Et dernière chose, c'est aussi, à mon avis, du rôle des patients de pousser cette logique-là et de faire en sorte qu'il y ait une forme de pression qui s'installe pour que cette qualité-là et ces résultats-là soient mesurés dans le système. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je rajoute juste un petit mot. Nous oublions beaucoup ce que sont les représentants des usagers, et notamment les indicateurs de qualité nous servent lorsque nous participons à la certification des établissements. Donc je pense que tout ça va être un plus et que nous pourrons, nous, qui sommes les acteurs, vraiment dans les établissements, je dirais, pas dans le quotidien, mais très 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 fréquemment, en tout cas en ce qui me concerne, nous aurons cette parole à apporter et nous pourrons amener des améliorations. Oui, bonjour. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la recherche sur le trouble bipolaire manque de moyens financiers? C'est à vous de répondre à ça. La réponse est oui, mais parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à découvrir par manque de moyens, du coup. Allez-y. Vous faites vos 5 minutes. Je ne vais pas faire mes 5 minutes. Merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement importante parce que les troubles bipolaires, comme les autres pathologies, ont le droit à l'innovation, le droit à la recherche. Et l'innovation et la recherche, ça permet de combattre et d'améliorer tous les points qui viennent d'être évoqués depuis ce matin. On a besoin de marqueurs diagnostiques pour que le retard au diagnostic soit réduit. On a besoin de marqueurs de stratification parce qu'on parle des troubles bipolaires au pluriel et on a besoin d'identifier des sous-groupes homogènes. On a besoin de nouvelles stratégies thérapeutiques et pour ça, on a besoin de mieux comprendre les causes des maladies et par exemple les causes des maladies cardiovasculaires dont on a parlé aujourd'hui. Or, on a besoin de votre aide parce qu'aujourd'hui, dans son ensemble, la recherche en psychiatrie, je ne parle même pas de la recherche spécifique sur les troubles bipolaires, ne reçoit que 2% du budget de la recherche biomédicale, alors que vous savez le coût des maladies mentales. Là aussi, la Fondation fondamentale a fait des recherches dans le domaine médico-économique à partir des données qui sont recueillies dans les centres experts, entre autres, et on a montré que la santé mentale, la psychiatrie, coûts directs et coûts indirects, je rappelle, c'est 109 milliards d'euros par an, donc c'est énorme. La sécurité sociale, et Daniel Cheftel vous l'expliquera 10 fois mieux que moi, a montré aussi que c'est la première cause de dépenses de santé pour les maladies chroniques, donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Et face à cet enjeu sociétal, social et économique, on a besoin de soutenir la recherche et on a aussi besoin de votre aide par rapport à ça parce que vraiment les financements ne sont clairement pas à la hauteur alors qu'on est à l'aube de très très grands changements. Mais j'arrête parce qu'effectivement j'en ai pour un quart d'heure. J'arrive, docteur, je vous passe la parole. J'en profite pendant ce temps-là pour compléter un petit peu. À côté de la recherche fondamentale, il y a également de la recherche qu'on appelle sur l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire comment on peut on peut créer de nouvelles organisations de soins pour mieux soigner les patients. C'est beaucoup plus terre à terre et en même temps c'est très important parce que c'est des améliorations qu'on peut obtenir à court terme sans attendre 10 ans de développement d'un nouveau médicament par exemple. Et ça typiquement pour raccrocher à notre sujet, ça peut être profondément stimulé par la mise en place d'indicateurs de résultats. Aujourd'hui, un établissement de soins psychiatriques qui fasse bien ou mal, il est payé pareil. Demain, si on met des indicateurs de résultats dans le système et qu'on dit qu'une partie de la rémunération des établissements sont liés à la qualité qu'ils produisent effectivement, alors ils auront tendance à chercher des nouveaux moyens de soigner les patients parce que s'ils le font, ils pourront dégager des nouveaux moyens financiers également pour se rémunérer. J'ai une question théorique à poser. Alors merci pour cette approche que je trouve fascinante. Comment, sur des maladies chroniques avec des enjeux qui se chiffrent en décennies, on peut déterminer des indicateurs de résultats ?
Alors, effectivement, c'est une bonne question théorique. Tout a commencé sur cette affaire de mesurer les résultats dans le système de santé avec des épisodes aigus. Ce qui est le plus mature au niveau international, c'est évidemment la chirurgie orthopédique. On fait une prothèse totale de hanche. Si 6 mois après, le patient n'est pas revenu à l'hôpital pour la reprendre, on peut considérer qu'on a bien fait son job. Je caricature, mais c'est un peu comme ça. C'est plus facile, mais finalement, on s'aperçoit aussi en regardant à l'étranger que ce qui est le plus transformant pour les systèmes de soins, c'est quand on commence à faire la même chose pour les maladies chroniques. C'est-à-dire que, par exemple, pour une maladie psychiatrique, on va compter non pas simplement une fois, mais au fil de l'eau, le nombre d'hospitalisations d'un patient. Pour une maladie psychiatrique, on va regarder non pas une seule fois, mais au fil de l'eau, le nombre de jours où le patient a été au travail dans l'année, le nombre de fois où il a dû être arrêté, est-ce qu'il est au chômage, est-ce qu'il n'est pas au chômage. Donc ça, finalement, on est capable de le mesurer. On est capable aussi de mesurer sur le long terme l'adhésion au traitement. Si je me mets dans une autre maladie, mais finalement qui est un facteur de risque également concomitant au trouble bipolaire, si je prends le diabète, on peut mesurer au long cours la glycémie des patients et on peut savoir, par exemple, dans la patientèle d'un médecin généraliste, si pour ces patients atteints d'un diabète, il en stabilise 80%, 50% ou 20%. Et ça, du coup, c'est un indicateur de résultat qui pourrait être mesurable et qui, en tout cas, à l'étranger, fait l'objet de mesures de routine, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre et même un petit peu en France si on considère la rémunération à la performance des généralistes. Est-ce que je peux ajouter des éléments de réponse, non pas sur la partie chronique, mais sur la partie immédiate, juste pour donner des éléments d'espoir à tous les gens qui sont ici. Donc on a publié à plusieurs reprises, dans des publications internationales qui sont à votre disposition, le fait que 12 mois après le passage sur un centre expert, parce qu'on a proposé des recommandations thérapeutiques personnalisées qui permettent d'adapter le traitement, d'améliorer l'hygiène de vie, de mettre en place des thérapies psychosociales comme l'éducation thérapeutique dont on vient de parler, 12 mois après, il y a une amélioration du pronostic, donc on est vraiment dans l'immédiateté, puisqu'il y a une diminution des symptômes résiduels, qui sont des facteurs, comme vous le savez, de rechute qui sont extrêmement importantes. Il y a une diminution des comorbidités, qu'elles soient psychiatriques ou somatiques, parce qu'on les a diagnostiquées et qu'on les prend en charge. Et pour les économistes qui éventuellement nous écoutent, il y a une diminution de 50% des journées d'hospitalisation. Seulement 12 mois après la réalisation d'un bilan complet et la remise de ce bilan complet à nos collègues généralistes, aux patients et à leurs familles. Oui. Point d'espoir. En complément, le modeste point de vue du patient, moi je parlerais d'indicateurs de progrès aussi. C'est-à-dire, j'ai une image, vous savez, quand vous avez un vélo électrique, vous rechargez votre batterie, vous avez les diodes lumineuses qui montent ou qui descendent selon le taux de disponibilité de la batterie. C'est un peu pareil, en fait, si vous voulez. Moi, je verrais bien ça aussi, je pourrais imaginer. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on fasse la pause? Oui? Oui, bonjour. Alors déjà, je voudrais témoigner en tant que patiente bipolaire. J'ai été suivie dans un centre expert à l'hôpital Chenevier, Henri Mondor, il y a plusieurs années. Et donc, je confirme ce que vient de dire le docteur Le Boyer. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de constater que beaucoup de médecins généralistes et même psychiatres ne connaissaient pas les centres experts. Alors, je trouve ça vraiment regrettable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, nous aussi, on regrette. Alors, en groupe de parole Argos de Milan, enfin nous, on ne manque pas, en tout cas en tant qu'animateur de ces groupes, de signaler justement donc, les centres experts de la Fondation fondamentale. Et petit à petit, on pense que voilà, toutes ces graines que l'on sème finissent aussi par lever.
Écoutez, on va remercier donc Monsieur Scheffel et Monsieur Fradek pour leur intervention. Merci beaucoup.